Vincent Leroy Martini était un homme qui ne croyait pas à la miséricorde. Il croyait au pouvoir, à la loyauté et au plomb. Il était la couronne de fer de la pègre de Chicago, un homme qui avait tenu tête aux procureurs fédéraux et échappé à des tentatives d'assassinat sans broncher. Mais lorsqu'une balle de sniper s'est logée à quelques millimètres de son aorte, il n'a exigé qu'une seule chose: l'ange de la pègre, le médecin fantôme dont on murmurait dans les ruelles, le miracle médical qui sauvait les vies que le système avait abandonnées. Il s'attendait à voir un vieux chirurgien grisonnant qui somnolait pour expier ses péchés. Il s'attendait à voir quelqu'un endurci par la rue. Mais lorsque les portes de la suite VIP s'ouvrirent, le souffle de l'aube lui coupa le souffle. Ce n'était pas seulement la saleté qui maculait ses joues ou la blouse trop grande qui pendait sur son petit corps. Ce n'était même pas le silence qui s'était abattu sur toute la pièce lorsqu'elle était entrée, couverte de suie et imperturbable. C'étaient ses yeux, ces mêmes yeux sombres, qu'il avait regardés à travers la fumée d'un entrepôt en feu sur la 5e rue. Des yeux qu'il avait vus chaque nuit dans ses cauchemars pendant 10 ans. Des yeux qui appartenaient à un fantôme, à la fille qu'il avait accidentellement condamnée aux flammes lors d'une guerre de territoire qui avait mal tourné. Mary Andrews, vivante, tenant un scalpel, et pour la première fois de sa vie impitoyable, Vincent le King Martini, l'homme qui n'avait jamais montré de faiblesse, qui ne s'était jamais rendu, qui n'avait jamais craqué, s'effondra inconscient sur le sol de l'hôpital. Lyron Dawn avait enfin rencontré le seul ennemi qu'il ne pouvait affronter, sa propre culpabilité, revenue d'entre les morts. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, cliquez sur le bouton « S'abonner » et indiquez où vous la regardez. La page s'afficha juste au moment où Mary suturait les brûlures au 3e degré sur les avant-bras du vieux Miguel. Ses mains ne tremblaient pas, elles ne tremblaient jamais. Mais sa mâchoire se crispa lorsqu'elle vit le numéro de poste clignoter sur le vieux beeper accroché à sa blouse. Aisle VIP, 4e étage. Dr. Andrews, on a besoin de vous à l'étage. C'est une urgence, ont-ils dit. Le jeune interne qui avait fait irruption dans la clinique de la chaufferie s'est interrompu au milieu de sa phrase, observant la scène. La table d'opération de fortune fabriquée à partir de chariots d'entretien, les lumières fluorescentes vacillantes, l'odeur d'antiseptique mêlée à celle de la vapeur et de la rouille. Ils ont dit de venir immédiatement. Mary n'a pas levé les yeux de son travail. Dites-leur que je suis avec un patient. Ils ont dit que c'était urgent. Et le résident déglutit péniblement. Ils ont dit, vous êtes la seule qu'il acceptera de voir. Ses doigts s'arrêtèrent, pendant une fraction de seconde, dans la clinique clandestine. Ce mot prononcé avec cette pointe de crainte particulière ne pouvait désigner qu'un seul type de patient. Le genre qui venait avec des gardes du corps et des secrets, le genre que l'administration voulait traiter discrètement, efficacement et loin de la presse. « Finis ça », dit-elle à l'une des infirmières bénévoles, une ancienne toxicomane qu'elle avait sauvée d'une overdose 2 ans auparavant. « Protocole standard pour les brûlures. Il connaît la procédure. » Miguel lui saisit le poignet de sa main valide, le visage buriné par les soucis. « Docteur, on dirait que vous venez de traverser l'enfer. Vous devriez peut-être vous nettoyer d'abord. » « Non. » Mary baissa les yeux vers elle-même. Sa blouse était éclaboussée de suie provenant de l'explosion de la chaudière qui avait envoyé Miguel et 2 autres agents d'entretien à sa porte. Ses cheveux s'étaient détachés de leur queue de cheval depuis des heures. Elle avait de la saleté sous les ongles et une tache sombre, de l'huile ou du sang, ou les deux sur la clavicule. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une chirurgienne qui travaillait dans les espaces oubliés de l'hôpital, soignant les patients qui n'avaient pas les moyens de se payer les tours étincelantes au-dessus. Ils demandaient le meilleur, disait-elle simplement, pas le plus bas. Le trajet en ascenseur jusqu'au 4e étage donnait l'impression de monter dans un autre monde. Le sous-sol sentait le métal chaud et le désespoir. Ici, tout était couleur crème et une odeur artificielle de lavande était diffusée par le système de ventilation. Au moment où les portes s'ouvrirent, elle pouvait entendre les cris. « Je m'en fiche, même si c'est le pape en personne. Vous me trouvez, Dr. Peachen, ou je brûle cet hôpital jusqu'au sol. » 2 agents de sécurité se tenaient impuissants devant la chambre 412 et, à travers la porte ouverte, Mary pouvait voir le chaos. Un homme vêtu d'une chemise de travail imbibée de sang, la veste déchirée, était à moitié assis sur le lit d'hôpital, malgré les protestations de 3 infirmières. D'un geste brusque, il renversa un plateau d'instruments chirurgicaux qui s'écrasa sur le sol dans un fracas qui fit sursauter tout le monde.
Tout le monde sauf Mary. Elle avait vu pire. Elle avait été pire. Monsieur Martini, le chef du service de chirurgie, disait d'une voix tendue, à peine maîtrisant sa panique. Le docteur Chen est notre meilleur chirurgien cardiothoracique. Il a été formé à... Non, dis-je. La voix de l'homme était un rugissement de douleur et de fureur. Je veux l'ange, celle qui vient des souterrains, le médecin fantôme. Je la veux ou je ne veux personne. Mary entra dans la pièce. Le silence se fit. Elle était consciente de l'impression qu'elle devait leur faire. Cette fille qui mesurait d'à peine 1,60, qui semblait assez jeune pour être étudiante en médecine, debout là, couverte des traces des dessous cachés de l'hôpital. Le chef du service de chirurgie ouvrit et ferma la bouche sans dire un mot. Une des infirmières eut même le souffle coupé, mais les yeux de Mary étaient rivés sur l'homme dans le lit. Elle avait déjà vu son visage, bien sûr, dans les journaux, en arrière-plan des photos de crime. Vincent Martini, l'appelait-on-il, le roi de Chicago, l'homme qui contrôlait tout, des ports aux politiciens. Mais ce n'était pas le visage qu'elle voyait maintenant. Elle voyait un garçon âgé de 17 ou 18 ans, des yeux sombres écarquillés d'horreur alors que les flammes consumaient l'ancien entrepôt. Elle le voyait crier son nom dans la fumée. Elle le voyait être emmené par les hommes de son père alors que le bâtiment s'effondrait. Elle voyait le moment précis où il l'avait laissé mourir. Le regard de Vincent croisa le sien à travers la salle blanche stérile et quelque chose changea dans son expression. La fureur s'évanouit. Il pâlit. Ses lèvres formèrent un seul mot, sans son, incrédule. Mary le regarda reconnaître la vérité comme un coup physique, regarda 10 ans de culpabilité s'abattre sur l'homme qui était censé ne rien ressentir. Ses yeux se révulsèrent, et avant que quiconque puisse bouger, l'homme le plus dangereux de Chicago s'effondra en arrière sur les oreillers, inconscient. Les machines se mirent à bypass. Les infirmières se précipitèrent. Le chef du service de chirurgie aboya des ordres, mais Mary resta immobile pendant un battement de cœur supplémentaire, fixant le visage inconscient du garçon qui hantait ses cauchemars. Le fantôme qu'elle n'avait jamais réussi à chasser. Puis elle retroussa ses manches sales, se dirigea vers l'évier et commença à se laver les mains. « Que quelqu'un m'apporte son dossier, dit-elle doucement, et videz la pièce. Tous, sauf le personnel chirurgical indispensable. » Car Vincent Martini avait demandé l'ange des enfers, et qu'il le sache ou non, il était sur le point de découvrir que les anges se souviennent de tout. Si cette histoire vous intéresse, abonnez-vous et aidez-les à continuer à toucher d'autres personnes qui ont besoin de réconfort. L'odeur de l'antiseptique ne parvenait pas à masquer l'odeur métallique du sang, et pendant un instant, juste un souffle. Mary avait de nouveau 17 ans et l'air avait un goût de fumée. Fifth Street, il y a 10 ans, l'été. L'entrepôt était abandonné depuis des mois. Une carcasse de briques et de bois pourris qui servait de terrain neutre entre la famille Martini et le gang Vulov. Mary n'aurait pas dû être là. Elle n'était venue que parce que Vincent le lui avait demandé, sa voix crépitant à travers le téléphone jetable bon marché qu'il lui avait donné pour les urgences. « Attends-moi à l'entrée Est, avait-il dit. J'ai besoin de te voir. S'il te plaît, Mary, c'est important. » Elle avait attendu dans l'ombre, regardant le soleil se coucher à travers les fenêtres brisées, sans savoir qu'à 2 pâtés de maison de là, le père de Vincent orchestrait une réunion qui n'était pas destinée à se terminer pacifiquement. Elle ne savait rien des chiffons imbibés d'essence que les soldats Vulov avaient placés là. Elle ne savait rien de la cigarette qui serait jetée par négligence ou peut-être délibérément. Elle ne savait que le moment où le monde était devenu orange. Vincent était arrivé en courant, criant son nom, mais les hommes de son père l'avaient retenu. « Laissez brûler », avait dit le vieil aube. Tout le monde à l'intérieur était déjà mort, y compris, croyaient-ils tous, la fille que Vincent Martini aimait plus que l'empire dont il était l'héritier. Dr. Andrews, avec tout le respect que je vous dois, la voix du chef du service de chirurgie la ramena brusquement au présent. Il l'avait entraînée dans le couloir, loin de la suite où Vincent gisait inconscient. « Vous ne pouvez pas pratiquer cette opération. Regardez-vous. Vous n'êtes même pas habillé correctement. Vous n'avez pas été briefé. Et franchement, je me fiche de ce que Martini pense vouloir. J'ai des protocoles à respecter. » La voix de Mary était douce, mais elle tranchait comme un scalpel dans ses fanfaronnades. Vos protocoles auraient fait perdre ses 2 bras à Miguel en bas parce qu'il n'a pas d'assurance.
Vos protocoles auraient laissé Madame Chen mourir dans la salle d'attente le mois dernier parce que ses papiers n'étaient pas en règle. Ne me parlez pas de protocole, Dr. Morrison. Son visage rougit. C'est différent. Il s'agit d'un homme avec une balle près de l'aorte. Un homme qui mourra si je ne l'opère pas dans les 30 prochaines minutes. Elle le regarda droit dans les yeux. J'ai lu son dossier. La balle est entrée par le deuxième espace intercostal, suivant immédiatement la trajectoire postérieure. Elle est logée entre l'arc aortique et la veine carotide supérieure. Un faux mouvement et il se videra de son sang. Vous voulez le Dr. Chen? Très bien, appelez-le. Mais j'ai pratiqué cette opération 4 fois au cours de l'année dernière. Les blessures par balle n'attendant pas que les qualifications soient vérifiées. Une infirmière que Mary reconnut, Angela, l'une des meilleures, apparut à ses côtés. Le Dr. Andrews a raison. J'ai récupéré les scans de M. Martini. La trajectoire est mauvaise, vraiment mauvaise. La mâchoire de Morrison bougeait silencieusement. Derrière lui, à travers la fenêtre de la suite, Mary pouvait voir Vincent commencer à bouger, ses doigts tremblants contre les draps. « Où? » demanda finalement Morrison. « Où avez-vous pratiqué cette intervention 4 fois? Dans des caves, des parkings, une fois à l'arrière d'un restaurant. » Mary n'hésitait pas à aider les patients qui ne pouvaient pas venir ici. Les patients qui mouraient dans la rue avant de faire confiance à vos murs blancs et propres. Elle était sortie de cet entrepôt, les poumons remplis de fumée et le bras gauche brûlé du poignet à l'épaule. Un vétéran sans-abri nommé Jack l'avait trouvée dans la ruelle, l'avait enveloppée dans son manteau et l'avait traînée jusqu'à une clinique gratuite à 6 pâtés de maison de là. Les informations n'avaient fait état d'aucun survivant. La famille Martini avait organisé une cérémonie commémorative privée et Mary Andrews avait appris que parfois, il était plus sûr d'être mort que vivant. Elle avait vécu dans ces espaces oubliés pendant 2 ans, dormant dans des refuges, travaillant au noir dans des restaurants, jusqu'à ce qu'une chirurgienne à la retraite nommée Dr. Patricia Moore la trouve en train de soigner une blessure par arme blanche avec du fil de pêche et de la vodka. Patricia avait vu quelque chose dans cette fille féroce et meurtrie. Elle l'avait formée, guidée, poussée à faire des études de médecine grâce à des bourses et à sa volonté farouche. « Tu vas sauver des vies », lui avait dit Patricia, « les vies que tout le monde abandonne. » Et Mary l'avait fait, là où le système avait échoué. Elle était devenue une légende, l'ange de la clandestinité. Morrison la regarda vraiment, et Mary se demanda ce qu'il voyait. La saleté, certainement, l'épuisement, mais peut-être voyait-il aussi enfin ses mains fermes, son regard inébranlable, la certitude absolue de quelqu'un qui était déjà mort une fois et n'avait plus rien à craindre. « 3, dit-il finalement, 20 minutes. Mais j'observe. Non, la voix de Mary était ferme. C'est ma salle d'opération. Ce sont mes règles. Aucun observateur à part le personnel chirurgical indispensable. Si vous voulez regarder, vous pouvez le faire depuis la galerie. C'est tout à fait irrégulier. Tout comme un parrain de la mafia dans votre suite VIP. » Elle se tourna vers la songe de préparation. « Angela, j'ai besoin de vous pour les instruments. Trouvez-moi le meilleur anesthésiste et quelqu'un qui me trouve une blouse propre à ma taille. » Elle s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard à Morrison. « Il m'a demandé, dit-elle doucement, l'ange des enfers. C'est ce que je suis. C'est moi qui vais lui sauver la vie. Que cela vous plaise ou non. » Derrière elle, dans la suite, Vincent Martini ouvrit les yeux et murmura le nom d'une fille morte. Mary ne se retourna pas. Elle avait un fantôme à ressusciter. La salle d'opération était silencieuse comme une cathédrale, à l'exception du bip régulier du moniteur cardiaque et du murmure du respirateur artificiel qui respirait pour Vincent Martini. Mary se tenait au-dessus de lui, les mains gantées suspendues au-dessus du champ stérile, et pour la première fois depuis des heures, elle se permit de vraiment regarder son visage. Sans la fureur, sans la conscience, il semblait plus jeune. Les traits durs autour de sa bouche s'étaient adoucis. Elle pouvait presque voir le garçon qui lui apportait des pâtisseries volées dans la boulangerie de son père, qui lui avait appris à crocheter les serrures des voitures abandonnées dans la caisse, qui lui avait promis qu'ils sortiraient un jour ensemble des bidonvilles. « Dr. Andrews », la voix d'Angela était douce. « Je suis prête quand vous l'êtes. » Mary cligna des yeux, se recentrant. Son histoire personnelle n'avait pas sa place ici. À cet instant, Vincent Martini n'était pas un fantôme de son passé. Il était un puzzle de chair,
d'os et de sang, et elle était la seule à pouvoir le résoudre. Scalpel. La lame rencontra la peau avec la certitude d'une promesse. La première incision de Mary fut parfaite, une sternotomie médiane en plein centre de sa poitrine. Elle utilisa ensuite l'écarteur de côte et travailla avec l'efficacité d'une personne qui avait appris la chirurgie dans des endroits où l'hésitation signifiait la mort. « Bon sang », murmura quelqu'un depuis la galerie au-dessus. « Probablement Morrison. » Mary l'ignora. Son attention était concentrée sur la cavité devant elle, le royaume du cœur avec toute sa géographie traîtresse. Du sang s'écoulait dans l'espace péricardique et elle l'aspira, révélant la trajectoire de la balle. « Là », murmura-t-elle. « Tu la vois, Angela? La trajectoire suit le médium postérieur. Celui qui lui a tiré dessus savait exactement ce qu'il faisait. 1 centimètre plus à gauche et elle aurait sectionné l'aorte. 1 centimètre plus à droite et elle y aurait manqué tous les organes vitaux. « Intentionnel ?» demanda Angela. « Peut-être, ou par chance. » Les doigts de Mary bougeaient avec une précision délicate, séparant les couches de tissu. Quoi qu'il en soit, il voulait le faire souffrir. La balle avait tracé sa trajectoire à travers les muscles et les tissus conjonctifs avant de se loger dans le pire endroit possible, appuyé contre l'arc aortique comme une menace chargée. Un seul faux pas, un seul moment d'inattention, et Vincent se viderait de son sang avant même qu'ils aient pu tenter de le sauver. Mais les mains de Mary ne tremblaient pas. Elles ne tremblaient jamais. Elle avait appris à rester calme dans la clinique clandestine où il n'y avait pas de seconde chance, pas de chariot d'urgence, pas d'équipe de spécialistes à appeler. Elle avait appris à se suffire à elle-même, car les personnes qu'elle sauvait n'avaient personne d'autre. Des pinces, des micro-pinces. Le métal toucha sa paume et elle commença le travail minutieux de dissection autour de la balle. Les tissus étaient irrités, enflammés, essayant de repousser l'objet étranger. Elle travailla millimètre par millimètre, le libérant de la cage biologique que le corps avait tenté de construire. Et puis elle vit les cicatrices, de vieilles cicatrices guéries depuis des années, qui formaient une toile d'araignée sur le péricarde, dans des motifs qu'elle reconnut immédiatement. Des cicatrices de brûlure, celles laissées par l'air surchauffé et l'inhalation de fumée par un corps qui s'était battu désespérément pour survivre à un traumatisme qui aurait dû être fatal. Elle retint son souffle, retint son... Vincent avait lui aussi des cicatrices de cette nuit-là, de l'incendie. Il avait commencé à essayer de la sauver. Dr. Andrews, la voix d'Angela semblait venir de très loin. Mary se força à revenir. La balle était presque sortie. Encore quelques incisions prudentes, encore un peu de rétraction. Elle travaillait en silence, son esprit partagé entre le passé et le présent, entre la fille qui avait été brûlée et la femme qui avait survécu. Finalement, avec une précision qui aurait rendu le Dr. Andrews fier, elle extrait la balle et la déposa dans le plateau à échantillons avec un léger cliquetis. C'est alors qu'elle la vit. La balle n'était pas standard. Elle ne ressemblait à aucune de celles qu'elle avait vues dans les dizaines de blessures par balle qu'elle avait soignées au fil des ans. Elle avait un éclat inhabituel, une couleur distinctive qui la fit s'arrêter, même si elle continuait à réparer les dégâts qu'elle avait causés. « Angela, apportez-moi ce plateau. » L'infirmière s'exécuta, le tenant plus près d'elle. Sous les lampes chirurgicales, la balle brillait d'un éclat presque nacré. L'argent mélangé au plomb tourbillonnait dans un motif aussi distinctif qu'une signature. « Tu reconnais ça? » demanda Mary, sans lever les yeux de sa suture. Angela se pencha plus près. « Je ne suis pas sûr. C'est une balle spéciale, très spéciale. » La voix de Mary était tendue. Elle n'avait vu des balles comme celle-ci qu'une seule fois auparavant, lors d'une urgence tard dans la nuit, il y a 3 ans. Un membre des Martinian Forcer avait été blessé par balle lors d'un conflit territorial et avait été amené à sa clinique clandestine par sa petite amie paniquée. Elle lui avait sauvé la vie et, en signe de gratitude, il l'avait mise en garde contre des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Des balles composites en argent spécialement conçues pour le cercle restreint de la famille Martini. Chères, rares et provenant d'une seule source, l'arsenal de la famille. Vincent Martini n'avait pas été abattu par un gang rival ou un tireur d'élite fédéral. Il avait été abattu par l'un des siens. Les mains de Mary continuaient leur travail automatiquement, réparant les tissus, vérifiant s'il y avait d'autres dommages, s'assurant que tous les vaisseaux étaient intacts. Mais son esprit tournait à toute vitesse. Celui qui avait tenté de tuer Vincent avait accès au stock de munitions privées de la famille,
connaissait son emploi du temps, sa localisation, ses points faibles. La trahison était intime, personnelle. Elle annonça d'une voix calme malgré la glace qui se formait dans sa poitrine. On le transfère en salle de réveil. Angela, l'infirmière, leva les yeux et croisa son regard. Je garde la balle. Pas de chaîne de conservation, pas de salle d'épreuve. Je ne la quitte pas des yeux. Angela hésita une seconde avant d'acquiescer. Compris. Mary posa la dernière suture, ses doigts bougeant avec une précision mécanique. Au-dessus d'elle, dans la galerie, Morrison était probablement déjà en train de rédiger son rapport. Autour d'elle, l'équipe chirurgicale poussait un soupir de soulagement. Mais Mary ne ressentait aucun soulagement, car lorsque Vincent Martini se réveillerait, elle devrait lui dire la vérité. Que le véritable danger n'était pas la balle dans sa poitrine. C'était la personne qui l'avait mise là. Vincent sortit de l'anesthésie comme un homme qui se noie et qui émerge de l'eau sombre. Violent, désespéré, avec un halètement qui fit hurler les moniteurs, sa main se posa sur sa poitrine, trouvant des bandages à la place du trou qu'il s'attendait à trouver. Et pendant un instant, il ne se souvint plus où il était ni pourquoi tout lui faisait mal. Puis il la vit. Mary était assise sur la chaise à côté de son lit, toujours vêtue de sa blouse chirurgicale, propre cette fois, mais les cheveux toujours attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle ne le regardait pas. Son regard était fixé sur quelque chose dans sa paume, qu'elle tournait et retournait entre ses doigts avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui tente de résoudre une équation impossible. « Tu es en vie », dit-il d'une voix rauque comme du gravier. « Toi aussi. » Elle ne leva pas les yeux. Contre toute attente, la salle de réveil était privée, remarqua-t-il. Pas d'infirmières qui tournaient autour, pas de garde du corps à la porte, juste eux deux. Et 10 ans de silence qui s'étendaient entre eux comme un gouffre. Mary aille. Il essaya de s'asseoir et le regretta immédiatement. Une douleur lancinante lui traversa la poitrine, brûlante et absolue. Non. Sa voix était tranchante. Vous avez 53 points de suture qui maintiennent votre sternum. Si vous bougez encore comme ça, vous allez réduire à néant 4 heures de travail. Il se rassit contre les oreillers, étudiant son visage. Elle avait changé, et pourtant elle n'avait pas changé. La douceur avait disparu, brûlée par tout ce qu'elle avait enduré après l'incendie. Mais ses yeux étaient les mêmes. Ses yeux sombres et imperturbables, qui avaient toujours vu à travers ses mensonges. « Je te croyais morte, » dit-il doucement. « J'ai vu le bâtiment s'effondrer. Ils ne m'ont pas laissé y retourner. Mon père, il... Je sais ce que ton père a fait. » Elle le regarda alors, et le poids de son regard était presque physique. « Je sais ce que vous avez tous fait. Tu m'as laissé là-bas, Vincent. Et... J'ai essayé, mais pas assez. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Vincent ferma les yeux, et le cauchemar qui le hantait depuis une décennie refit surface. Les flammes, son nom arraché de sa gorge, les hommes de son père qui l'emmenaient de force alors qu'il se débattait, criaient et se brisaient. « Je t'ai cherché, dit-il. Pendant des années, j'ai envoyé des gens dans tous les hôpitaux, toutes les morgues, tous les... Je ne voulais pas être retrouvé. » Mary se dirigea vers la fenêtre. « Je me suis construit une nouvelle vie, une bonne vie, loin de ton monde. » Dans le sous-sol d'un hôpital, soignant des brûlés dans une chaufferie, sa voix était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « C'est la vie que tu as choisie. » Elle se tourna vers lui et, pour la première fois, il vit une véritable colère passer sur son visage. « J'ai choisi d'aider les gens. Des gens comme ceux que ta famille détruit chaque jour. Des gens qui n'ont nulle part où aller parce que des hommes comme toi et ton père leur ont tout pris. Je ne suis pas mon père, n'est-ce que pas? » Elle a ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son rire. Vincent Martini, le roi de Chicago. J'ai lu les journaux. Je sais ce que tu es devenu. Il voulait se défendre, mais la vérité pesait comme un poids de plomb sur sa poitrine, plus lourd que n'importe quelle balle. Elle avait raison. Il était devenu exactement ce que son père avait voulu qu'il soit. Un monstre en costume de luxe. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» demanda-t-il finalement. Mary resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle parla, sa voix était plus douce. Parce que j'ai prêté serment et parce qu'elle s'arrêta, secoua la tête. Cela n'a pas d'importance. Elle retourna vers le lit et tendit la main. Dans sa paume reposait une balle qui brillait faiblement sous les lumières fluorescentes. « Tu reconnais ça? » Vincent fronça les sourcils et tendit la main pour la prendre. Ses doigts effleurèrent les siens.
Leur premier contact depuis 10 ans, et il la sentit se raidir avant de se retirer. Il leva la balle à la lumière et son sang se glaça. Composite argenté, motif tourbillonnant caractéristique, poids personnalisé. Non, souffla-t-il. Tu sais ce que c'est, ce n'est pas possible. Mais même en le disant, il savait que c'était le cas. Il en était certain, avec une certitude qui lui donna l'impression que son cœur s'arrêtait à nouveau. Seules 5 personnes ont accès à ces balles, qui sont conservées dans un coffre-fort sécurisé. La combinaison est connue de vos hommes les plus fidèles, termina Mary. J'ai soigné l'un de vos soldats il y a quelques années. Il m'en a parlé. Il m'a dit qu'elles étaient un symbole de loyauté et que seule l'élite de la famille les portait. L'esprit de Vincent passa en revue toutes les possibilités, tous les visages des hommes avec lesquels il avait bâti son empire. Antonio, son conseiller, fidèle depuis 30 ans. Marco, son chauffeur, qui avait pris une balle pour le père de Vincent. S, son comptable, ennuyeux, méticuleux, impossible à imaginer trahir qui que ce soit. Et Rico, le boucher. Castellano, son second, son ami d'enfance, l'homme qui s'était tenu à ses côtés lors des funérailles de son père, qui l'avait aidé à consolider son pouvoir, qui avait insisté pendant des mois pour que Vincent s'étende à des territoires que Vincent jugeait trop risqués, qui était seul avec l'agenda de Vincent le soir de la fusillade, qui avait insisté pour que Vincent accepte le rendez-vous dans le quartier des entrepôts. Un terrain neutre, avait-il dit. Un terrain sûr. Rico. La voix de Vincent se brisa sur ce nom. Bon sang, c'était Roe. Mary ne dit rien, se contentant de le regarder digérer cette trahison. Une trahison qui le blessait plus profondément que la balle. Rico était là le soir de l'incendie. Il avait aidé à tirer Vincent hors de l'entrepôt en flammes. Il était resté à ses côtés pendant les jours sombres qui avaient suivi. Alors que Vincent était à moitié fou de chagrin, il avait fait semblant de pleurer Mary avec lui. Il veut la couronne, dit Vincent, sa voix se durcissant à chaque mot. Il se positionne depuis des mois. Je pensais qu'il était simplement ambitieux, impatient. Je n'aurais jamais pensé qu'il te tuerait pour ça. Vincent baissa les yeux vers la balle dans sa paume. Une chose si petite, une chose si catastrophique. La preuve physique de sa propre cécité. Son propre échec à voir le serpent dans son jardin. Quelque chose bougea dans sa poitrine. Pas physiquement, même si la douleur était bien réelle. Une décennie de culpabilité et de chagrin se cristallisa en quelque chose de plus dur, de plus froid. « Combien de temps avant qu'il découvre que je suis en vie ?» demanda-t-il. « Le personnel de l'hôpital a été informé que tu es dans un état critique mais stable. Si Rico a des sources ici, c'est le cas. Tout le monde en a. » Vincent croisa son regard. Il enverra quelqu'un pour finir le travail. Peut-être ce soir, peut-être dans 1 heure. Je sais, Mary sortit un téléphone de sa poche. C'est pour ça qu'on part. Tu ne peux pas marcher tout seul. Tu auras besoin d'aide. Sa mâchoire se crispa dans cette expression obstinée dont il se souvenait si bien. Et cette balle, c'est la seule preuve que tu as. Quelqu'un doit la garder en sécurité. Vincent la fixa du regard. Ce fantôme qui était revenu pour le sauver, qui avait toutes les raisons de le laisser mourir, mais qui ne l'avait pas fait. « Pourquoi fais-tu cela? » Mary resta silencieuse un instant, les doigts crispés autour du téléphone. « Parce qu'il y a 10 ans, un garçon que j'aimais a commis une terrible erreur, dit-elle finalement, et je ne vais pas le laisser mourir avant qu'il ait eu la chance de réparer son erreur. » Les 2 hommes entrèrent à 23H47 pendant le changement d'équipe, moment où le service de réanimation était toujours en sous-effectif. Mary les attendait, ou quelqu'un comme eux, depuis le moment où elle avait montré la balle à Vincent. Elle s'était placée entre le lit de Vincent et la porte, faisant semblant de vérifier ses signes vitaux, mais observant en réalité le couloir à travers la petite fenêtre, lorsque les aides-soignants apparurent, poussant un chariot de fournitures avec le rythme lent et délibéré des hommes qui avaient leur place ici. Tout en elle se figea et s'aiguisa. « Bonsoir, dit le plus grand, avec un sourire professionnellement neutre. Nous sommes juste venus réapprovisionner. » Mary baissa les yeux vers leurs pieds. Les aides-soignants hospitaliers standards portaient des chaussures souples, des baskets bon marché ou des crocs usés. Des chaussures conçues pour des gardes de 12 heures sur des sols en linoléum. Ces hommes portaient des bottes tactiques, du genre avec des bouts renforcés et des semelles épaisses, usées par l'usage mais coûteuses.
Le genre de bottes que l'on porte lorsqu'on s'attend à devoir courir, se battre ou traîner un corps. Vous vous êtes trompé de salle, dit-elle d'un ton neutre. Les fournitures sont rangées dans le placard à 2 portes d'ici. Le plus petit, trapu, avec une cicatrice qui lui barrait le sourcil gauche, échangea un regard avec son partenaire. C'est notre erreur, nous sommes nouveaux à cet étage. Mais ils ne firent pas demi-tour. Ils s'avancèrent dans sa pièce, et Mary vit la main du plus grand se diriger vers le chariot de fourniture, vers quelque chose caché sous les draps blancs. Derrière elle, elle entendit Vincent bouger dans son lit, entendit sa respiration changer alors qu'il reprenait conscience. Lui aussi les avait vus, avait reconnu le calme prédateur qui les désignait comme des chasseurs plutôt que comme du personnel hospitalier. « Mary, dit-il d'une voix basse et menaçante. « Je vous demande de partir tous les deux, dit Mary, d'un ton toujours calme, mais avec une fermeté sous-jacente. C'est une salle de réveil réservée. Aucun personnel non autorisé n'est admis. Bien sûr, docteur. Le grand sourit à nouveau, mais sa main bougeait désormais clairement, tendue vers quelque chose. Laissez-nous juste prendre ce que nous sommes venus chercher, et nous vous laisserons tranquille. Le silencieux émergea des draps comme un serpent sortant de l'herbe, noir mat, fixé de manière professionnelle à un Glock 19. Son partenaire fit de même une demi-seconde plus tard, et soudain, Mary se retrouva face à 2 canons dans une salle de réveil, avec un patient qui pouvait à peine bouger et une porte bien trop éloignée. « Éloignez-vous du lit, » dit Scarface, abandonnant son apparence professionnelle. « Doucement, vous n'avez pas à vous en mêler. » L'esprit de Mary passa en revue toutes les possibilités. Elle n'avait pas d'arme, pas de bouton d'alarme à portée de main. Elle avait désactivé celui qui se trouvait près du lit de Vincent, précisément pour qu'il n'appelle pas accidentellement des témoins. Et elle n'avait pas de téléphone dans sa poche. Elle avait prévu de s'échapper, pas d'affronter qui que ce soit. Mais elle avait aussi passé 10 ans à travailler dans des endroits où les menaces s'accompagnaient d'armes à feu et où elle n'avait aucun renfort. « Vous allez tirer sur un médecin dans un hôpital ?» demanda-t-elle pour gagner du temps. Son regard balaya la pièce, le pied à perfusion, les moniteurs, le chariot d'urgence qu'elle avait amené plus tôt, les produits d'entretien sur l'étagère du bas. Les caméras tournent en boucle, l'homme grand l'interrompit. Et vous seriez surprise de voir tout ce qui est dissimulé dans cette ville. Maintenant, écartez-vous. Dernier avertissement. Vincent essaya de se redresser, le visage déformé par la douleur. « Tu travailles pour Rico. Dis-lui que je suis mort. » Scarface pointa son arme sur la poitrine de Vincent. « C'est le seul message que nous envoyons. » Mary bougea, pas pour s'éloigner du lit, vers lui, vers le chariot d'urgence et l'étagère en dessous où le personnel d'entretien avait laissé ses produits après le nettoyage du soir. Ses mains trouvèrent les vaporisateurs avant même que son esprit conscient n'ait entièrement formulé son plan. De l'ammoniac industriel dans une main, de l'eau de Javel dans l'autre. « Non, » commença le grand. Mais Mary était déjà en train de vaporiser. Elle mélangea les produits chimiques dans les airs, créant un nuage de chlore gazeux qui se répandit en un panache toxique. La réaction fut immédiate et violente. L'odeur âcre frappa comme une force physique, et les 2 hommes armés titubèrent en arrière, les yeux larmoyants. Bon sang! Scarface tira à l'aveuglette, le coup de feu silencieux frappant le mur au-dessus de la tête de Vincent. Mary attrapa le pied à perfusion et le balança comme un bâton, touchant le poignet du grand. Le pistolet tomba bruyamment sur le sol. Elle le poussa sous le lit et lança le flacon d'ammoniac directement au visage de Scarface. Il le toucha avec un bruit humide et il hurla, son âme se déchargeant dans les dalles du plafond. « Vincent, bouge !» Elle était déjà près du lit, arrachant sa perfusion, le tirant par son bras valide. Il était lourd, désorienté, et chaque mouvement tirait sur ses sutures récentes, mais il surmonta la douleur et se remit debout. La pièce se remplissait désormais de gaz toxique, le nuage de chlore se propageant. Les yeux de Mary brûlaient, sa gorge se serrait, mais elle avait retenu son souffle au moment où elle avait pulvérisé le produit. Elle avait appris cette astuce à la faculté de médecine lors d'une formation sur les matières dangereuses qu'elle avait prise beaucoup plus au sérieux que la plupart de ses camarades de classe. Elle traîna Vincent vers la porte, supportant la majeure partie de son poids. Derrière eux, les 2 tueurs à gages étaient à genoux, toussant, aveuglés, leurs armes oubliées dans leur lutte pour respirer.
Ils se précipitèrent dans le couloir au moment où les poumons de Mary commençaient à réclamer de l'air. Elle haleta, tirant Vincent avec elle, et il trébucha, mais resta debout, une main pressée contre sa poitrine bandée. « Les tunnels !» haleta-t-elle. « Tu peux aller jusqu'à l'ascenseur de service ?» Il acquiesça, le visage gris de douleur, mais la mâchoire serrée avec cette vieille détermination Martini. « Par où ?» Une alarme se mit à hurler. Les capteurs chimiques de la salle de réveil avaient enfin détecté le nuage toxique. En quelques secondes, l'étage serait envahi par le personnel, la sécurité, les témoins et peut-être d'autres hommes de Rico. Mary entraîna Vincent vers une porte marquée « Personnel autorisé uniquement », la même porte qu'elle avait utilisée d'innombrables fois pour se déplacer entre sa clinique souterraine et l'hôpital proprement dit. La porte qui menait au lieu oublié, au couloir d'entretien, aux espaces entre les espaces où des gens comme elle survivaient. « Par là, dit-elle à Vincent, oui. Quand tout ça sera fini, tu financeras un système de ventilation digne de ce nom pour ma clinique. » Malgré toute la douleur, la trahison, les assassins à leur trousse, Vincent rit. Ce fut d'un rire court et aigu qui lui coûta cher. Mais il était sincère. « Marché conclu, haleta-t-il. Et ensemble, un parrain de la mafia et le fantôme qu'il avait laissé pour mort disparurent dans les entrailles secrètes de l'hôpital. L'ascenseur de service descendit en cahotant et en grinçant, ce qui suggérait qu'il n'avait pas été inspecté depuis des années. Vincent s'appuya lourdement contre le mur, un bras enroulé autour de sa poitrine, respirant faiblement et difficilement. Le sang avait commencé à suinter à travers ses bandages, de petites taches cramoisies s'étalant sur le blanc. Combien d'étages restait-il? Il parvint à descendre 3 étages supplémentaires sous la morgue. Mary garda une main sur son épaule, le stabilisant tandis que l'ascenseur tremblait. Il existe un réseau de tunnels qui s'étend sous tout l'hôpital. Des conduites de vapeur, des conduits électriques, d'anciens abris de défense civile datant de la guerre froide. La plupart des gens ignorent même leur existence. L'ascenseur s'arrêta dans un grincement et les portes s'ouvrirent sur un couloir qui semblait appartenir à une autre époque. Des tuyaux apparents longeaient le plafond, d'où s'écoulaient des gouttes de condensation. Les murs étaient peints en verre institutionnel, la peinture s'écaillant en longues bandes. Une seule ampoule vacillante fournissait la seule source de lumière. Vincent sortit et comprit immédiatement pourquoi Mary avait toujours l'air de sortir tout droit de la terre. C'était son monde, les souterrains de l'hôpital. « Bon sang, Mary, tu as travaillé ici. » Il la suivit dans le couloir. Chaque pas tirait sur ses sutures, chaque respiration lui rappelait le trou dans sa poitrine. Depuis combien de temps? 3 ans dans ces tunnels précis, plus longtemps dans des endroits similaires. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque tournant, chaque ombre. Sa main suivait le mur, suivant une carte invisible qu'elle seule pouvait lire. Après la mort du Dr. Moore, l'hôpital a essayé de fermer la clinique gratuite. Il a dit que c'était un risque. Je l'ai simplement déplacé sous terre, littéralement. Ils franchirent une porte et entrèrent dans un espace plus large, un croisement où 4 tunnels se rejoignaient. De la vapeur s'échappait d'une valve cassée, remplissant l'air d'une épaisse humidité. Mary prit une lampe de poche sur une étagère qui contenait une étrange collection de fournitures. Des couvertures, des bouteilles d'eau, du matériel médical de base. « Je soigne les gens ici », continua-t-elle en le conduisant dans le tunnel Est. Ceux qui ne peuvent pas monter à l'étage, les travailleurs sans papier, les toxicomanes, les personnes recherchées, parfois vos soldats quand ils ne peuvent pas risquer d'avoir un dossier hospitalier. Vincent resta silencieux, digérant tout cela. Il avait bâti un empire dans l'ombre de Chicago. Mais Mary avait construit quelque chose de complètement différent. Un monde parallèle sous son monde, sauvant les personnes qui étaient tombées dans les mailles du filet créé par son empire. « Ce gros bras, dit-il, celui qui t'a parlé des balles, tu l'as sauvé ici. » Dans une pièce qui servait autrefois d'abri anti-atomique. Il avait été blessé à l'abdomen lors d'un conflit territorial. Sa petite amie m'a supplié. Mary s'engagea dans un passage plus étroit, se baissant pour passer sous un tuyau suspendu. Je l'avais allongé sur une table pliante, éclairée par une lanterne de camping. Pas d'anesthésie, sauf de la vodka, pas de moniteur. Mais il a survécu. Il t'a payé. Elle rit d'un rire amer et sec. Il m'a averti de rester loin de Vincent Martini. Il m'a dit que tu étais dangereux. Il m'a dit, « Tous ceux qui t'ont été proches ont fini morts ou détruits. » Les mots restèrent suspendus dans l'air épais et humide entre eux.
Vincent voulait se défendre. Mais comment le pouvait-il? L'homme avait raison. Tous ceux qui étaient proches de Vincent avaient fini par être détruits. Son père avait été assassiné dans une lutte de pouvoir. Sa mère était morte de chagrin 6 mois plus tard. Sa sœur avait été mariée à une famille rivale et interdite de contact avec Mary. Brûlée et laissée pour morte dans l'incendie d'un entrepôt causé par la guerre sans fin de sa famille. Ils débouchèrent dans un espace plus grand, l'ancien abri anti-atomique dont Mary avait parlé. Il avait été transformé en quelque chose entre une clinique et un camp. Des lits de camp étaient alignés contre un mur. Des bacs en plastique contenaient des fournitures médicales. Un réchaud de camping au propane était posé sur une table en métal. Les murs étaient recouverts de peintures murales, grossières mais colorées, représentant des fleurs et du soleil, probablement peintes par des patients reconnaissants. « C'est ici, dit Mary, ma clinique, ma vraie clinique. » Vincent regarda autour de lui, absorbant tout cela. Les murs maculés de saleté, l'équipement de fortune, les preuves de centaines de vies sauvées dans des conditions qui auraient fait pleurer un médecin de guerre. Et il comprit enfin pourquoi elle avait l'air de sortir tout droit de l'enfer lorsqu'elle était entrée dans sa chambre d'hôpital. Parce que c'était le cas, chaque jour. « Mary, Il s'arrêta, ne sachant pas trop ce qu'il essayait de dire. « Désolé, merci. » Comment s'excuser pour une décennie d'abandon? Comment remercier quelqu'un de vous avoir sauvé la vie alors que c'est à cause de vous qu'il a dû en arriver là? Elle ne le regardait pas. Elle rassemblait des fournitures, des bandages propres, des antibiotiques, une bouteille d'eau. « Asseyez-vous, » ordonna-t-elle en désignant l'un des lits de camp. « Je dois vérifier vos sutures. » Il s'assit en grimaçant, le mouvement lui tirant la poitrine. Au-dessus d'eux, les tuyaux grinçaient et sifflaient. Au loin, de l'eau gouttait à un rythme régulier. Les sons du système circulatoire caché de l'hôpital. Mary retira ses bandages imbibés de sang avec une douce efficacité. Ses doigts s'étaient tachés, non pas de sang, mais de la saleté permanente de ce monde souterrain. Il remarqua que ses ongles étaient coupés courts. Pratique, pas de bijoux, pas de douceur. 2 sutures déchirées, annonça-t-elle. Ça pourrait être pire. Je vais les refaire, mais tu dois arrêter de bouger comme si tu étais un invincible. Je ne suis pas invincible. Je viens juste de me faire tirer dessus par mon meilleur ami. Ancien meilleur ami? Corrigea Mary en enfilant une aiguille. Pas d'anesthésiant pour cette partie. Les bons médicaments sont à l'étage. Il acquiesça, se préparant mentalement. J'ai connu pire. Elle commença à recoudre et Vincent se concentra sur son visage plutôt que sur la douleur. Elle était concentrée, le front plissé comme il se souvenait l'avoir vu dans son enfance, lorsqu'elle se plongeait dans un livre au point d'en oublier le monde qui l'entourait. Elle était déjà brillante à l'époque. Elle aurait dû être médecin dans un hôpital propre et prestigieux. Elle aurait dû avoir une vie qui ne l'obligeait pas à se cacher dans des tunnels et à recoudre des criminels à la lumière d'une lampe torche. « Tu aurais pu quitter Chicago, » dit-il doucement. « Après l'incendie, tu aurais pu aller n'importe où, recommencer à zéro dans un endroit propre. » Ses mains s'arrêtèrent un instant. « J'ai recommencé à zéro ici, dans un sous-sol en aidant les gens. » Elle tira fermement sur le fil, le noua, ce qui est plus que tu ne peux en dire. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Elle le regarda alors, les yeux durs. Tu es devenu exactement ce que ton père voulait, un roi des criminels. Combien de vies as-tu détruites pour bâtir ton empire, Vincent? Combien d'incendies as-tu allumés? Il n'avait pas de réponse. La vérité était trop lourde, trop accablante. Mary termina la dernière suture et recula. Nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Si les hommes de Rico sont compétents, ils fouilleront tout l'hôpital. Ces tunnels nous feront gagner du temps, mais pas beaucoup. Où allons-nous? Elle resta silencieuse un moment, fixant les peintures murales. La 5e rue, dit-elle finalement. Le vieux quartier. Il y a là-bas des gens qui cacheront la poussière. Des gens qui me sont redevables. Des gens que j'ai détruits. Oui, elle croisa son regard. Des gens que tu as détruits. Alors essaie de ne pas te comporter comme un roi quand nous y serons. Essaie de te souvenir de ce que c'était que d'être humain. Vincent se leva lentement, testant son équilibre. La douleur était désormais supportable, un grondement sourd plutôt qu'un cri. « Je m'en souviens, » dit-il doucement. « Je me souviens de tout. » Mary chargea un petit sac de provisions sur son épaule et se dirigea vers un autre tunnel, celui qui menait vraisemblablement vers le vieux quartier
et un passé auquel aucun d'eux ne pouvait échapper. « Alors prouve-le, dit-elle sans se retourner. Et Vincent Martini, roi de Chicago, suivit un fantôme dans l'obscurité. Ils sortirent des tunnels par une grille d'accès rouillée dans une ruelle derrière une laverie fermée, à 3 pâtés de maisons dans le quartier où Vincent n'avait pas mis les pieds depuis 8 ans. L'air sentait les ordures, le désespoir et autre chose. Quelque chose dont il avait oublié l'existence. La communauté. Mary sortit la première, puis se retourna pour l'aider. Vincent saisit sa main et se hissa, réalisant alors que ses chaussures de ville, ridiculement chères, éclaboussaient une flaque dont il ne voulait pas identifier le contenu. Son pantalon sur mesure était ruiné. Sa poitrine lui faisait mal à chaque mouvement. Il savait qu'il ressemblait exactement à ce qu'il était. Un roi blessé en territoire ennemi. « Reste près de moi, » murmura Mary, « et laisse-moi parler. » Ils marchèrent dans des rues que Vincent connaissait autrefois aussi bien que les battements de son cœur. Mais tout avait changé. Ou peut-être était-ce lui qui avait changé. Les bâtiments étaient désormais plus délabrés. Les fenêtres étaient condamnées ou recouvertes de bâches. Des graffitis marquaient des territoires qu'il ne reconnaissait pas. Un groupe de jeunes hommes à un coin de rue se tut à leur passage, les yeux fixés sur Vincent, avec l'évaluation lasse de ceux qui savent reconnaître les ennuis quand ils les voient. L'un d'eux s'avança, leur barrant le chemin. Dr. Mary. Sa voix était prudente mais pas hostile. « C'est toi? C'est moi, Carlos. » La voix de Mary s'adoucit d'une manière que Vincent n'avait jamais entendue. « J'ai besoin d'une faveur. » Carlos avait peut-être 20 ans, avec un tatouage de la Vierge Marie dans le cou et des cicatrices sur les jointures. Son regard se posa sur Vincent et une lueur de reconnaissance passa sur son visage. « Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide? » intervint Mary. « Pouvons-nous vous faire confiance? » Le jeune homme les regarda tour à tour, essayant clairement de comprendre pourquoi le Dr. Mary, l'ange qui avait sauvé sa sœur d'une overdose, se trouvait dans une ruelle avec Vincent Martini à 1 heure du matin. Finalement, il acquiesça. Chez Rosa, à 2 pâtés de maison. « Je vais passer l'appel. » Il sortit son téléphone et Mary lui toucha le bras. « Carlos, personne ne doit le savoir. Pas même ton équipe. Je sais comment ça marche, Doc. » Il était déjà en train de composer le numéro. « Vous avez sauvé Lucia. Je vous dois tout. » 10 minutes plus tard, il montait les escaliers d'un immeuble qui aurait dû être condamné depuis des années. Vincent avait les jambes lourdes comme du plomb. Chaque marche était un effort monumental. Le sang suintait à nouveau de ses sutures fraîches et des taches sombres dansaient au bord de son champ de vision. « On y est presque, » dit Mary, qui le soutenait davantage à présent. La porte du 3e étage s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. Une femme âgée, peut-être 60 ans, aux cheveux gris acier et aux yeux qui avaient trop vu, se tenait là. Elle regarda Vincent sans surprise, sans crainte, juste avec une sorte de résignation lasse. « Rosa, » dit Mary. « Merci. Entrez avant que quelqu'un ne vous voie. » Rosa s'écarta, révélant un petit appartement impeccablement propre malgré sa pauvreté évidente. Des bougies religieuses scintillaient sur une étagère. L'odeur des haricots en train de cuire flottait dans l'air. Ils se précipitèrent dans la chambre. Ils installèrent Vincent sur le lit, un matelas bosselé qui semblait paradisiaque après le saut du tunnel. Rosa disparut et revint avec des serviettes, une bassine d'eau et une bouteille de whisky. « Vos fournitures sont toujours là, » dit-elle à Mary en désignant un placard. « Je les ai gardées comme vous me l'avez demandé. » Vincent regarda Mary ouvrir le placard pour révéler une cachette d'équipement médical. Une trousse complète, meilleure que celle qu'elle avait dans les tunnels. Rosa l'avait stockée pour elle, en prévision d'un moment comme celui-ci. « Combien? » demanda-t-il d'une voix rauque. « Combien de personnes cachent vos provisions? » Mary ne le regarda pas tandis qu'elle préparait de nouveaux bandages. « Dans 17 endroits différents du quartier. Des gens que j'ai soignés. Des gens qui comprennent que parfois, nous devons prendre soin des nôtres, car personne d'autre ne le fera. » Rosa lui apporta de l'eau et il but avec gratitude. Elle l'étudia de ses yeux anciens et il eut le sentiment désagréable d'être jugé et trouvé insuffisant. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas? » demanda-t-elle. Vincent fronça les sourcils, essayant de se souvenir de son visage. « Il y a 10 ans, vous et les hommes de votre père étaient passés par ici pendant la guerre de territoire avec les Voulov. Vous avez brûlé 3 bâtiments pour les déloger. Mon mari était dans l'un d'eux. Il était concierge. Il était juste au mauvais endroit. » L'eau se transforma en cendre dans la bouche de Vincent.
Je suis désolé, parvint-il à dire. Désolé ne le ramènera pas. La voix de Rosa était neutre, factuelle. Mais le docteur Mary a sauvé mon petit-fils l'année dernière. Il avait une pneumonie. Il serait mort en attendant une ambulance qui ne vient jamais dans ce quartier. Alors, c'est elle que j'aide, pas toi. Elle quitta la pièce et Vincent se retrouva seul avec Mary et le poids de ses péchés. « Combien y en a-t-il » demanda-t-il doucement. « Combien de personnes ai-je blessées ici ?» Mary changeait ses bandages, ses gestes étaient rapides et cliniques. Lucia, la sœur de Carlos, a fait une overdose d'héroïne provenant de vos quais. Rosa, vous venez d'entendre que Miguel, de la chaufferie, a perdu son emploi dans l'un de vos entrepôts lors de la restructuration de l'année dernière. Angela, l'infirmière qui a aidé pendant l'opération, son frère est en prison parce qu'il n'a pas pu payer la protection à l'un de vos collecteurs. Chaque nom était un petit couteau placé avec précision. Et vous les avez sauvés, dit Vincent. Tous. J'ai réparé les dégâts que j'avais causés. Quelqu'un devait le faire. Finalement, elle le regarda et ses yeux exprimaient quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était pas de la haine, mais ce n'était pas non plus du pardon. Tu voulais savoir pourquoi je suis resté à Chicago. Voilà pourquoi. Parce que j'essaie de reconstruire la vie de chaque personne que ton empire détruit. Ce n'est pas de la rédemption. C'est juste nécessaire. Un coup à la porte les rendit tous deux tendus. La voix de Rosa se fit entendre. « Dr. Mary, Madame Chen est là, et le vieux Jack. Ils ont appris que tu étais de retour. » Mary alla ouvrir la porte, et Vincent regarda les gens entrer. Un défilé de personnes oubliées et abandonnées. Une vieille femme chinoise qui s'inclina devant Mary comme si elle était une sainte. Un vétéran grisonnant en fauteuil roulant qui serra la main de Mary, les larmes aux yeux. Une jeune mère avec un bébé qui tendit immédiatement les bras vers Mary. Ils étaient venus voir l'ange pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Et ils regardaient Vincent comme s'il était exactement ce qu'il était, le diable parmi eux. Mais ils ne l'ont pas mis dehors. Ils n'ont pas appelé la police ni les hommes de Rico. Ils ont apporté de la nourriture, de modestes offrandes, de riz, de haricots et de pain. Ils ont apporté des couvertures. Un vieil homme a même apporté ses propres analgésiques, mettant les comprimés dans la main de Mary pour que Vincent les prenne. « Pour le quai » a-t-il dit d'un ton bourru. « Pas pour lui. Mais elle a besoin de lui vivant pour une raison quelconque. » Alors Vincent s'assit sur ce lit d'emprunté, mangea la nourriture empruntée, protégée par la grâce empruntée, et comprit pour la première fois de sa vie d'adulte ce qu'il avait vraiment construit, non pas un empire, mais un désert. Et Mary avait marché à travers ce désert pendant des années, essayant de planter des fleurs dans les ruines. « Merci, dit-il à l'Assemblée, la voix brisée. « À vous tous, merci. » Personne ne répondit. Ils se contentèrent d'acquiescer et de se disperser, laissant Vincent et Mary seuls à nouveau dans la petite pièce propre qui sentait les haricots, la cire de bougie et la survie. « Repose-toi, dit Mary en installant une chaise près de la fenêtre d'où elle pouvait observer la rue. Nous repartirons avant l'aube. »« Mary, repose-toi, Vincent. Vous aurez besoin de vos forces pour ce qui va suivre. » Il voulait en dire plus, s'excuser, promettre de s'améliorer, réparer d'une manière ou d'une autre une décennie d'erreurs. Mais les mots lui semblaient trop insignifiants, trop insuffisants. Alors, à la place, il ferma les yeux et écouta les bruits du quartier qu'il avait abandonné. Les klaxons des voitures, les sirènes lointaines, les voix en espagnol, en anglais et en chinois, la symphonie de la survie. Et pour la première fois depuis des années, Vincent Martini se sentit vraiment éveillé. Vincent se réveilla et constata que Mary était partie et que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins. Sa poitrine lui faisait mal à chaque respiration, mais la douleur était désormais plus sourde, supportable. Il s'assit prudemment, testant son amplitude de mouvement, et trouva des vêtements propres posés sur la chaise. Un jean bon marché, un t-shirt noir uni, une veste usée, rien à voir avec ce qu'il portait habituellement, mais c'était justement le but. Rosa apparut dans l'embrasure de la porte avec du café et un téléphone jetable. Le médecin a dit que vous en auriez besoin. Elle est partie voir ses patients et a dit qu'elle serait de retour dans 1 heure. Vincent prit les deux avec gratitude. Le café était fort et amer, exactement ce dont il avait besoin. Le téléphone était un modèle à clapet prépayé, intraçable, du genre de ceux vendus dans les petits magasins au coin de la rue contre de l'argent liquide. Il le retourna entre ses mains,
Repensant à la dernière fois où il avait utilisé un appareil de ce type avec Mary, il y a une éternité. Merci, dit-il, pour tout. Je sais que vous ne l'avez pas fait pour moi. Rosa s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Mon petit-fils a 6 ans. Il rit maintenant, joue au football dans la rue. L'année dernière, à la même époque, il s'étouffait avec le liquide dans ses poumons. Et je priais un Dieu auquel je ne croyais plus. Le Dr. Mary l'a ramenée à la vie. Elle est remarquable. C'est une sainte. La voix de Rosa était ferme. Et tu vas la faire tuer si tu ne fais pas attention. Ces hommes qui sont venus à l'hôpital, ils découvriront qu'elle t'a aidé. Ils viendront la chercher. Je le sais, Vincent croisa son regard. C'est pour ça que je dois en finir aujourd'hui. Il attendit que Rosa soit partie avant de passer son premier coup de fil. Antonio décrocha à la deuxième sonnerie. C'est moi, dit simplement Vincent. Silence. Puis, bon sang, Vincent, on avait appris ta mort. Rico répondit. Rico a menti. Rico m'a tiré dessus et m'a laissé pour mort. Vincent garda une voix calme, maîtrisée. Où es-tu? Au Saphir, il y a une réunion. Tous les capots. Rico l'a convoqué pour midi. Il dit, la voix d'Antonio baissa. Il dit que tu es mort et qu'il prend la relève. Il dit qu'il a des preuves. Il dit qu'il est temps d'avoir un nouveau chef. Vincent regarda l'horloge numérique bon marché posée sur la table de chevet. 10h47. Qui est avec lui? S. C'est sûr. Peut-être Marco. Difficile à dire. Tout le monde a peur, Vincent. Sans toi, la famille se fracture. Rico le sait. Il offre la stabilité. Construite sur mon cadavre. Un cadavre que nous pensions tous réel. Antonio fit une pause. Tu es gravement blessé? Assez gravement. Mais je peux marcher. Je peux parler et je peux prouver que Rico est un traître. Vincent pensa à la balle en argent maintenant enveloppée dans du gaze et rangée dans la trousse médicale de Mary. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Va au Saphir tôt et mène Polo et Tommy si tu leur fais confiance. Quand j'entrerai, j'ai besoin de savoir que quelqu'un me couvre. Une autre pause. Vincent, si tu te trompes sur qui est loyal, alors je suis déjà mort de toute façon. Vincent se leva pour tester ses jambes. Midi, salle principale du casino. Assure-toi que tout le monde est là. Il passa 2 autres appels. Pao, son homme de main, loyal comme un chien et 2 fois plus méchant, répondit par une série de jurons qui auraient fait rougir un marin. Patron, bon sang. On se demandait où tu étais passé. Tu peux te rendre au Saphir? Je peux aller n'importe où. Tu veux que je tue Rico? Dis-le. Pas encore. Sois juste là. Sois prêt. Tommy était plus difficile à joindre, et quand il a enfin répondu, sa voix était méfiante. Vincent, tu as l'air surpris. Rico a dit, tu étais mort. Il avait ta bague, ta montre. On dit les gars qui t'ont frappé. Vincent serra la mâchoire. Sa bague, le signe distinctif de la famille que son père avait porté, que son grand-père avait porté. Rico avait dû la prendre dans la chambre d'hôpital ou demander à quelqu'un de la récupérer. La preuve physique de la mort de Vincent. Les Vulov ne m'ont pas touché, dit Vincent. Mais quelqu'un qui portait les balles de ma famille l'a fait. Tu comprends ce que je veux dire, Tommy? Une inspiration brusque. Les balles personnalisées, mais seulement le cercle restreint. Oui. Vincent laissa le temps à son interlocuteur d'assimiler l'information. Midi au Saphir. Tu es partant ou pas? Partant. Toujours partant, patron. 3 hommes, sur une famille de 30 soldats, d'innombrables associés et un réseau qui couvrait la moitié de Chicago, Vincent ne pouvait être certain que de 3 hommes. Cette prise de conscience était à la fois humiliante et terrifiante. Mary revint alors qu'il finissait son café, portant un sac de fournitures médicales et un journal. Elle avait l'air épuisée, avec de nouvelles traces de saleté sur le visage et les bras. 3 personnes ce matin, dit-elle en posant le sac par terre. Une blessure par arme blanche, une crise diabétique et un enfant avec une angine streptococcique. Une journée comme les autres dans le royaume oublié. Vincent brandit le téléphone. J'ai passé quelques coups de fil. Il y a une réunion au Saphir Casino à midi. Rico va se proclamer nouveau patron. Donc, tu vas perturber tes propres funérailles. Quelque chose comme ça. Il se leva et enfila la veste qu'elle lui avait laissée. Elle était trop grande aux épaules, trop usée,
mais elle effraie de la faire. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je fais déjà quelque chose pour toi, je te garde en vie. J'ai besoin que tu restes ici, reste en sécurité, laisse-moi m'en occuper. Non. Sa voix était neutre, catégorique. J'ai la balle, la seule preuve matérielle que tu as. Où je vais, elle va. Mary, ce sont des hommes dangereux. Si quelque chose arrive, quelque chose est déjà arrivé. Ils t'ont tiré dessus. Ils ont envoyé des tueurs à l'hôpital. Tu penses qu'ils ne feront pas le lien entre moi et ta survie? Elle s'approcha et il put voir le feu dans ses yeux. Cette même détermination obstinée qui l'avait maintenu en vie pendant l'incendie de l'entrepôt, pendant des années de pauvreté, pendant tout. Je ne vais pas me cacher pendant que tu entres dans une pièce remplie de gens qui pourraient te tuer. On met fin à tout ça ensemble ou on n'y met pas fin du tout. Vincent voulait discuter pour la protéger, pour l'envoyer loin de la violence qui s'annonçait. Mais il connaissait ce regard, il l'avait vu 1000 fois quand ils étaient enfants, et elle avait décidé que quelque chose était juste. Ensemble, dit-il finalement. Ensemble. Elle sortit la balle en argent de son sac et la leva à la lumière. Allons leur montrer à quoi ressemble la trahison. Ils quittèrent l'appartement de Rose à 11h30, marchant dans des rues qui les observaient d'un œil las. La nouvelle s'était répandue pendant la nuit. L'ange était de retour et elle avait le roi mort avec elle. Les gens chuchotaient depuis leurs fenêtres et leurs portes, mais personne n'intervenait. Carlos les rejoignit à 3 pâtés de maison du Saphir avec une vieille Honda. Sa peinture était défraîchie et un phare était cassé. « Pour le quai, dit-il en tendant les clés à Mary. « Ramenez-la quand vous pourrez. »« Merci, Carlos. » Le jeune homme regarda Vincent, le visage impassible. « Ma sœur est clean depuis 8 mois grâce au Dr. Mary. Alors je l'aide. Mais vous devez savoir que les gens parlent de qui vous êtes, de ce que vous avez fait. Tu lui as fait du mal et tout le quartier est contre toi, roi ou pas. » Vincent soutint son regard. « Je sais, et ils ont raison. » Ils roulèrent en silence dans des rues qui passaient progressivement de la pauvreté à la prospérité, des vitrines brisées aux devantures étincelantes. Le Sapphire Casino se dressait devant eux comme un joyau. Le joyau de Vincent, construit avec de l'argent sale et des accords secrets, la couronne de son empire. Mary se gara à 2 pâtés de maison. Dernière chance de reconsidérer la situation. Pas question de reconsidérer. Plus maintenant. Vincent toucha sa poitrine, sentant les bandages frais sous son T-shirt bon marché. « J'ai passé 10 ans à être le roi. Il est peut-être temps de me rappeler comment être humain. » Ils marchèrent ensemble vers le casino, un roi blessé et son fantôme, prêts à reconquérir un trône ou à mourir en essayant. Vincent savait que le choix ne lui appartenait plus entièrement. Le rez-de-chaussée du Sapphire Casino était bondé lorsqu'ils arrivèrent. Tous les carpos, tous les locataires de gauche, tous les joueurs importants de l'organisation Martini avaient répondu à l'appel de Rico. Ils se tenaient en groupe autour de la table de poker à enjeu élevé où les affaires familiales étaient traditionnellement menées. Leurs voix murmuraient des spéculations et des craintes. Rico se tenait à la tête de la table, la bague signée de Vincent à son doigt, ressemblant en tout point au nouveau roi. Il était en plein discours lorsque le bruit de la foule changea et que les têtes commencèrent à se tourner vers l'entrée. Vincent entra comme un homme sortant de sa tombe. Il ne ressemblait en rien au roi de Chicago. Ses vêtements étaient empruntés et bon marché. Du sang avait imprégné sa chemise, formant des taches sombres. Son visage était pâle, marqué par la douleur. Il s'appuya lourdement sur Mary, qui le soutenait avec une détermination inébranlable, son apparence toujours marquée par la clandestinité. De la saleté sous ses ongles, de la suie sur sa blouse, le regard de quelqu'un qui vivait dans les interstices. La pièce devint silencieuse. « Messieurs, » dit Vincent d'une voix qui portait malgré sa rudesse, « j'espère que je ne dérange pas. » Le visage de Rico passa par toutes les expressions, choc, peur, puis enfin rage. « C'est impossible. Tu es mort. » Vincent s'avança, la foule s'écartant devant lui comme de l'eau. Mary resta à ses côtés, sa présence comme un ancrage silencieux. « Oui, j'étais censé l'être. C'est drôle comme ça s'est passé. » Ils arrivèrent à la table de poker. Les fidèles coupeaux de Vincent, Antonio, Paolo et Tommy s'étaient positionnés stratégiquement dans la pièce. Leurs mains étaient près de leurs armes, leurs yeux rivés sur Rico et les hommes qui l'accompagnaient. « Vincent, Dieu merci. » Rico se remit rapidement,
sa voix se remplissant d'un faux soulagement. Nous avons appris que tu avais été attaqué. Les Vulov, nous avons pensé, éliminer Rico. La voix de Vincent claqua comme un coup de fouet. Nous savons tous les deux qui m'a tiré dessus. La tension monta dans la pièce, les mains se posèrent sur les armes. Mary le sentit, la violence s'enroulant comme un ressort prêt à se libérer. Elle posa sa main sur le bras de Vincent. Elle le stabilisa, lui rappelant silencieusement qu'il y avait une autre solution. Vincent prit une inspiration et acquiesça. Quand il reprit la parole, sa voix était plus calme, mais tout aussi mortelle. Quelqu'un m'a tiré une balle dans la poitrine il y a 3 nuits. Juste ici. Il toucha sa poitrine bandée, à quelques millimètres de mon aorte, un tir parfait. Pas destiné à me tuer immédiatement, mais à me faire souffrir, à m'affaiblir. Les Vulov, Rico réessaya, ont utilisé des munitions spéciales. Vincent regarda autour de lui, croisant le regard de chacun des hommes. Des balles composites argentées, celles auxquelles seules 5 personnes dans cette organisation ont accès, celles qui sont conservées dans le coffre-fort familial. Il tendit la main à Mary. Elle fouilla dans son sac et déposa la balle dans sa paume, encore enveloppée dans du gaz, encore maculée de son sang. Vincent la déballait lentement, délibérément, laissant tout le monde voir son motif tourbillonnant caractéristique, son poids spécial. Puis il la jeta sur la table de poker. Elle atterrit avec un petit cliquetis qui résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. « Elle est sortie de ma poitrine, dit Vincent. Le Dr. Andrews l'a extraite, m'a sauvé la vie, tandis que quelqu'un, dit-il en regardant Rico droit dans les yeux, envoyait des tueurs à l'hôpital pour finir le travail. » La main de Rose se dirigea vers sa veste, mais Polo fut plus rapide. Le clic du chien armé résonna dans le casino. « Je ne ferai pas ça, dit Polo calmement. »« C'est fou, grogna Rico. » Mais sa voix avait perdu toute assurance. « Tu vas me croire, il se pointe à moitié mort avec une file des bidonvilles et une balle qui pourrait venir de n'importe où. Une fille? » Antonio s'avança, le visage buriné et dur. « C'est le Dr. Mary Andrews. Elle dirige la clinique clandestine de la 5e rue. Elle a sauvé mon neveu l'année dernière. Elle a sauvé la moitié de nos soldats à un moment ou à un autre. Elle a plus d'honneur dans son petit doigt que toi dans tout ton corps, Rico. » Les autres acquiescèrent. La réputation de Mary semblait s'étendre plus loin que Vincent ne l'avait réalisé. « Les balles proviennent de notre coffre-fort, ajouta Tommy en se baissant pour le ramasser sur la table. Il l'examina sous la lumière. « Pas de doute. J'ai moi-même utilisé ces balles. Seuls 5 d'entre nous connaissent la combinaison. »« Alors quelqu'un d'autre, » commença Rico. « C'est toi qui as insisté pour que j'accepte ce rendez-vous. » Vincent l'interrompit. « C'est toi qui connaissais mon emploi du temps. C'est toi qui avais accès à ma localisation, à mes racines, à mes gardes du corps. » Il fit un pas en avant et malgré sa faiblesse, malgré ses vêtements empruntés et ses bandages ensanglantés, il avait tout d'un roi. Et c'est toi qui n'as pas pu attendre 3 jours avant de te proclamer patron. Rico perdit son sang-froid. Tu es faible. Tu es faible depuis des années, refusant de t'étendre, refusant de prendre ce qui nous appartient, tout cela à cause d'une culpabilité mal placée envers une fille morte. Il s'arrêta, réalisant son erreur, ses yeux se posant sur Mary. « Pas si morte, » dit Mary doucement. La reconnaissance frappa le visage de Rico, le souvenir de l'incendie de l'entrepôt, la fille que Vincent avait pleurée, la faiblesse qu'il avait exploitée. « Toi. » Il respira. « Moi. » La voix de Mary était calme, le fantôme qui le hante. La raison pour laquelle il ne voulait pas que tu transformes cette famille en boucher. Je recolle les morceaux de tes victimes depuis des années. Rico, je sais exactement ce que tu voulais construire. Vincent se déplaça alors plus vite qu'un homme blessé n'aurait dû être capable de le faire. Il attrapa Rico par le col et le plaqua contre la table de poker. Tu as essayé de me tuer, dit Vincent d'une voix basse et meurtrière. Tu as échoué et maintenant tu vas dire à tout le monde dans cette pièce exactement pourquoi tu l'as fait, ou je laisse Polo te démembrer, morceau par morceau. Rico regarda autour de lui le cercle de visages impassibles, les armes désormais ouvertement dégainées et pointées sur lui. L'empire qu'il avait tenté de voler s'effondrait entre ses mains. « Parce que tu es faible, cracha-t-il. Parce que tu te soucies plus des gens que tu as détruits que de la famille que tu es censé diriger. Parce que tu brûlerais tout ce que ton père a construit pour une fille morte et son cœur saignant.
Faux, dit Vincent. Elle est la seule chose que j'ai réussi. Il relâcha Rico et recula. Antonio Paolo, emmène-le au sous-sol. Laisse-le réfléchir à sa trahison pendant un moment. Nous déciderons plus tard de ce que nous ferons de lui. Alors qu'ils emmenaient Enrico, qui continuait à jurer et à se débattre, Vincent se tourna vers l'Assemblée. J'ai été un roi, dit-il d'une voix qui portait malgré son épuisement. J'ai bâti un empire et j'ai détruit plus que je n'ai créé. Cela prend fin maintenant, dit-il en désignant Mary, qui se tenait tranquillement à côté de la table de poker, toujours son sac médical à la main. Cette femme a passé 10 ans à réparer nos dégâts collatéraux, à sauver les personnes que nous avons blessées, à être l'ange dans les ténèbres que nous avons créées. À partir de maintenant, c'est la priorité de la famille. Nous protégeons les nôtres, pas seulement les soldats, mais aussi les quartiers. Nous finançons sa clinique. Nous veillons à ce que personne ne meure dans la rue parce qu'il n'a pas les moyens de se payer un médecin. Des murmures parcoururent la foule. Certains semblaient sceptiques, d'autres pensifs. Ceux qui ne sont pas d'accord, poursuivit Vincent, peuvent partir maintenant. Mais c'est ma famille, et c'est ainsi que nous allons aller de l'avant. Avec force, oui, mais aussi avec quelque chose qui compte. Silence. Puis Antonio s'avança et posa sa main sur l'épaule de Vincent. Avec toi, patron, toujours. Les autres suivirent un par un. Tommy, Paolo, même Est, qui se tenait avec Rico, se déplacèrent lentement vers Vincent. Le roi avait repris son trône. 3 mois plus tard, le St. Jude Medical Center ouvrait ses portes sur la 5e rue. Il était à la pointe de la technologie, avec des équipements rutilants, des salles d'opération dignes de ce nom et un personnel complet. Le bâtiment était autrefois un entrepôt abandonné et en ruine. Il était désormais un monument dédié aux possibilités. Vincent se tenait à l'entrée, regardant Mary donner des ordres aux infirmières, organiser les salles de fourniture, vérifier l'état des patients dans des lits propres équipés d'appareils de surveillance adéquats. Elle avait toujours de la saleté sous les ongles. Certaines choses ne changent jamais. Mais désormais, elle disposait de ressources, de sécurité, d'une chance de sauver des vies sans travailler dans l'ombre. Elle le vit la regarder et s'approcha, s'essuyant les mains sur sa nouvelle blouse. « Merci, dit-elle simplement. « Pour tout ça. »« Ce n'est pas suffisant, répondit Vincent. « Ce ne sera jamais suffisant pour ce que je t'ai pris. »« Non, acquiesça Mary. Mais c'est un début. Elle avait refusé ses autres offres, une place dans son organisation, sa protection, tout ce qui allait au-delà d'un simple partenaire silencieux dans le financement de la clinique. Elle avait clairement fait comprendre qu'elle accepterait son argent pour aider les gens, mais qu'elle ne rejoindrait pas son monde. Certaines limites ne pouvaient être franchies. « Le quartier est en train de changer, dit Vincent. Moins de violence, plus de ressources. Les gens recommencent à espérer. Les gens vous observent, corrigea Mary, attendant de voir si vous êtes sincère. Si c'est réel ou juste un autre jeu de pouvoir, c'est réel. Il était sincère. L'Empire était toujours là. Il ne pouvait pas le démanteler du jour au lendemain sans créer un vide de pouvoir qui consumerait la ville. Mais il pouvait le remodeler, le rendre moins destructeur et plus protecteur. C'était une voie étroite, peut-être impossible, mais c'était la seule voie qu'il voyait qui menait quelque part qui valait la peine d'être parcourue. Mary étudia son visage et quelque chose dans son expression s'adoucit. Pas le pardon. Cela prendrait du temps, si jamais cela arrivait. Mais la compréhension, la reconnaissance que les gens pouvaient changer, même les rois. « Le garçon que je connaissais est mort dans l'incendie de cet entrepôt, » dit-elle doucement. « Mais peut-être que quelqu'un de meilleur est revenu. » Vincent toucha sa poitrine, sentant la cicatrice sous sa chemise. La balle avait manqué son cœur de quelques millimètres. Mary l'avait sauvé de la mort. Mais peut-être, d'une certaine manière, l'avait-elle sauvé de quelque chose de pire, de devenir un homme tellement perdu dans le pouvoir qu'il en aurait oublié ce que signifiait être humain. « J'essaie, dit-il. Je sais. » Elle sourit. « Alors, c'est petit, mais c'est réel. Continue d'essayer. Le quartier compte sur toi. » Elle retourna à son travail et Vincent la regarda s'éloigner. L'ange des bas-fonds avait enfin reçu des ailes pour voler dans la lumière. Il avait bâti un empire dans l'ombre. Peut-être pouvait-il désormais construire quelque chose qui valait la peine d'être vu au grand jour. La rédemption ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit d'accepter d'en assumer la responsabilité et de choisir chaque jour de construire quelque chose de mieux. Le pouvoir sans compassion crée des terres désolées. Mais la compassion associée à des ressources peut les transformer en jardins.
La plus grande force ne réside pas dans la domination des autres. Elle réside dans leur élévation, surtout lorsque c'est vous qui les avez fait tomber. Un appel à l'action. Dans votre propre communauté, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour aider ceux que le système a oubliés. Ils gèrent des banques alimentaires dans les sous-sols des églises. Ils fournissent des soins médicaux gratuits dans des centres communautaires. Ils donnent des cours particuliers aux enfants qui n'ont pas les moyens de se faire aider. Ce sont les véritables anges de la clandestinité. Trouvez-les, soutenez-les. Que ce soit par des dons, du bénévolat ou simplement en faisant passer le mot, aidez-les à faire leur travail. Car la valeur d'une société ne se mesure pas à ses tours et à ses châteaux. Elle se mesure à la façon dont elle traite les personnes qui vivent dans des espaces oubliés. Ceux qui travaillent dans la saleté pour sauver des vies que personne d'autre ne valorise. Soyez le changement. Financez la clinique, élevez l'ange. Le monde a assez de rois, il a besoin de plus de guérisseurs.